Bienvenue sur le podcast de Gills Records, je suis Guylaine Robin et nous allons parler ensemble de plein de sujets sur le marketing musical, sur l'industrie de la musique et vous aider à développer vos projets. Feel free. Bonjour à toutes et à tous, chers musiciens d'EI, et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast des musiciens d'EI. Aujourd'hui, nous recevons Emmanuel, qui est un passionné de musique et en particulier tout ce qui touche à la guitare électrique. Vous le connaissez peut-être déjà grâce à sa chaîne YouTube et à son site Hangar des guitares, où il reçoit entre autres des invités prestigieux comme Patrick Ronda et fait de multiples tests de matériel et donne des avis, échange avec les musiciens. Donc un grand passionné. Bonjour Emmanuel. Bonjour tout le monde. Bonjour Guylaine, merci beaucoup pour l'accueil. Écoute, merci à toi pour ta participation, pour cet échange. J'espère que tu vas bien. Écoute, on se maintient avec la crise qui est autour de nous, n'est-ce pas? Ouais. Et ouais, je crois que c'est pas prêt de s'arrêter malheureusement. Pour l'instant, c'est moyen, on va dire. C'est très moyennasse, voilà. C'est ça, mais heureusement qu'il y a des gens comme toi qui nous passent le temps avec des chaînes super sympas comme le Hangar des guitares. Merci beaucoup, c'est très gentil. Et c'est vrai que même moi qui suis musicienne, j'étais venu un peu voir quelques lives et voilà, j'ai trouvé ça super, vraiment super intéressant et constructif et on voit que vous êtes des passionnés, ça permet de découvrir du matériel et moi qui essaye de développer cette communauté de musiciens DI, c'est pour ça aussi que je voulais t'inviter parce que vous êtes un petit peu dans ce système du DI, quoi. Mais complètement. Et d'ailleurs, c'est la réciproque est tout aussi vraie parce que ce que tu proposes, notamment en termes aussi de formation, de conseils, ça rentre complètement dans le cadre de choses qui nous intéressent grandement. Eh bien voilà, on est fait pour s'entendre, Emmanuel. Allez, c'est bon, le chibou. et pour apporter à tous ces musiciens DI qui vont nous écouter aujourd'hui. Alors, est-ce que tu peux te présenter toi en quelques mots? Moi, je t'ai introduit, mais peut-être que tu voulais ajouter certaines choses. Non, écoute, en gros, donc, je m'appelle Emmanuel. Du haut de mes 43 ans, donc j'ai une vie de tout ce qu'il y a de plus standard, entre guillemets, sauf que ma passion à moi depuis l'âge de 17 ans, ça a été toujours la guitare, le rock'n'roll, le hard rock et le métal, que j'ai appris tout seul. J'ai appris la guitare pratiquement tout seul. Et en fait, depuis le moment où j'ai commencé, je me suis jamais arrêté. Et ça a pris une place très, très, très importante dans ma vie parce que déjà, la musique, c'est un langage universel, comme on aime bien le dire souvent. Et surtout, c'est vrai aussi que ça permet non seulement de transmettre des choses à d'autres, mais aussi de se trouver soi-même. Moi, je trouve qu'il y a vraiment un langage qui nous permet à nous de nous approprier quelque chose, de créer quelque chose à partir de rien. J'ai toujours trouvé ça formidable. Et en fait, petit à petit, j'ai commencé à m'intéresser de plus en plus à tout ce qui était matériel. Pourquoi matériel? Parce qu'en fait, quand on n'y connaît rien et qu'on veut commencer à s'équiper, si jamais il n'y a personne pour nous conseiller, c'est vraiment une grande galère parce que avant, c'était pas tellement le cas, mais maintenant, il y a tellement de choix, tellement de possibilités, tellement de prix pour trouver ce qui nous correspond, le rapport qui a été pris ou pas. Et donc, je me suis dit, moi, j'ai déjà, avec l'aide de ce que j'ai appris tout seul et avec l'aide d'amis, un petit bagage technique derrière moi. Donc, je vais le partager autour de moi. Et c'est de là qu'est venue la création de ce que j'ai appelé le Hangar des guitares. Et ça fait combien de temps, du coup, que tu as lancé le Hangar des guitares? Alors, en fait, c'est pas venu tout de suite. C'est venu à un moment où, en fait, j'étais en train de me chercher un petit peu au niveau, entre guillemets, artistique. Je vais dire officiellement, ça va faire 3 ans. Ça va faire vraiment 3 ans que je m'y suis mis très sérieusement. Avant, je faisais des petits trucs à droite à gauche sur YouTube pour vous présenter, mais tu vois, c'était vraiment pas recherché, pas sérieux, c'était juste de la démonstration et pas du tout. Il n'y avait pas cette notion de conseil dans ce que je voulais faire. Alors que là, maintenant, c'est vraiment beaucoup plus poussé à ce niveau-là. Et bien, en plus, tu reçois quand même pas mal d'invités. Oui. En fait, j'essaye petit à petit on va dire, à partir du moment où tu es passionné, je pense aussi que tu peux retrouver des accointances avec des personnes un petit peu de l'entourage artistique qui te correspond. Et petit à petit, tu commences à rencontrer un tel qui connaît un tel qui connaît un tel. Donc, le bouche à oreille, la puissance aussi des réseaux sociaux et de YouTube, ça, on en parlera, je suppose. Donc, effectivement, ça aide petit à petit. Donc, je suis pas ultra connu comme pourrait l'être, évidemment, Lady Gaga, par exemple. Mais par contre,
dans la francophonie, je commence à me faire un petit nom pour tout ce qui touche le matériel de la musique guitare. Voilà. D'accord. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de choses aujourd'hui. Enfin, si on regarde, comme tu dis, dans la francophonie, des spécialistes comme ça sur la guitare. Sur la Non, guitare électrique, en plus, c'est vrai que c'est plutôt ton credo. C'est vraiment la guitare électrique. voilà, c'est ça. C'est vraiment, vraiment la guitare électrique. Bon, de temps en temps, je fais aussi les guitares acoustiques à l'occasion, on va dire. Mais c'est vrai que tout ce qui est matériel de guitare est assimilé, notamment la guitare électrique. Il y a beaucoup, beaucoup de choses dans le monde anglophone. Notamment, il y a des tas de youtubeurs qui ont, je sais pas combien de centaines de milliers d'abonnés YouTube, par exemple, ou Instagram ou autres réseaux sociaux. Mais par contre, dans la France, sur tout ce qui est matériel, il n'y a pas grand monde. Il n'y a vraiment pas grand monde. Donc, je dirais pas que je suis le premier, mais je veux dire que je fais partie de ces pionniers qui ont commencé à dire, allez, je me lance et on va vraiment faire en sorte de faire quelque chose de tout à fait constructif pour celui qui cherche des renseignements. Voilà. Et c'est marrant ce que tu dis par rapport aux chaînes plutôt anglophones ou étrangères. Le fait voilà, qu'il y a quand même pas mal de choses, qu'il y a des milliers d'abonnés. Je crois que c'est dans pas mal de domaines où on peut voir cette comparaison avec ce qui se passe en France. Et on a l'impression que il y a plus de personnes intéressées à l'étranger. Est-ce que tu penses que c'est un souci qu'en France, on s'intéresse pas assez à tout ça, ou c'est juste que personne n'a proposé justement de pouvoir s'y intéresser? La problématique, c'est que d'abord, la France, c'est pas du tout un pays dédié au monde du rock, entre guillemets. Donc la guitare électrique, tout ça. Oui, alors oui, c'est vrai qu'on a eu des groupes comme Téléphone. Là, récemment, on a eu tous les groupes de pop rock actuels qui sortent un petit peu du lot, comme par exemple, je dis au hasard ce qui me passe par la tête, hein, les Bébés Brunes, Mathieu Chédid, tout ça. Bon, d'accord. Il y a eu Chaka Ponk aussi. Chaka Ponk récemment, oui, tout à fait, très bien Chaka Ponk aussi. Mais voilà, après pour tout ce qui est le reste, j'en ai parlé récemment dans une émission que j'ai fait avec deux guitaristes très connus en France, Néo Géo Fanatique et Pascal Vignier, où on disait qu'en fait le problème de la France, c'est que c'est pas un pays où la culture de la guitare a été mise en avant, même au contraire, elle a été très allez, je veux dire le mot, vraiment, elle a été enterrée. Voilà. Ça a été vraiment, vraiment enterré. Si tu rentres pas dans les petites cases que les médias, la télé, la radio, tout ça, te demandent en disant, voilà, faut que tu sois comme ça et pas comme ça, tu ne peux pas percer, entre guillemets, réellement, surtout si jamais tu te limites à la francophonie. D'accord. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment, vraiment un gros problème en France. Par contre, dans les pays anglophones, donc l'Amérique, l'Angleterre, etc., déjà l'anglais, le gros avantage, c'est que c'est une langue qui est extrêmement parlée. Donc, effectivement, si jamais tu cherches des opinions, des avis, ou tu cherches des artistes à découvrir, etc., la plupart d'entre eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils chantent en anglais, ils parlent en anglais, ils dissertent en anglais. À partir du moment où tu te débrouilles, bon, ça va. Et pour ceux qui ne se débrouillent pas, notamment, c'est vrai qu'il y a ce formidable outil sur YouTube qui est donc le traducteur en ligne pour ceux qui ont activé l'option, pardon. Oui. Et donc, c'est vrai que ça permet de créer des sous-titres, parfois même avec des traductions qui sont déjà disponibles selon les pays. Moi, je sais que par exemple, par défaut, sur ma chaîne, j'ai fait en sorte que ceux qui ne parlent pas français, parce qu'ils sont très nombreux, puissent avoir des sous-titres en anglais. Au moins, ils savent de quoi je parle. Même si l'outil n'est pas parfait en soi, au moins, on voit de quoi je parle, où est-ce que je veux aller. Donc ça, c'est une chose qui est très intéressante. Et après, l'autre problématique de la France aussi, c'est que... alors là, je vais faire un petit peu des débats de comptoir. Hein, Bon, on est là pour ça aussi. Un petit peu débat de comptoir, mais je veux dire, à partir du moment où tu ne rentres pas, comme je disais, dans une case, eh ben, on te stéréotype vite fait. J'ai beaucoup aimé ce que disait Pascal Vignier dans l'interview qu'on avait fait avec lui à propos de... On parlait justement de l'héritage d'Eddie Van Halen, qui est mort il n'y a pas longtemps. Et on disait, voilà, le problème, c'est qu'en France, dès qu'on dit que tu fais du rock, ben, t'as le stéréotype du type qui est blindé de bracelets, de chaînes, de t-shirts avec un aigle dessus, qui arrive en moto. À la Johnny, quoi. À la Johnny, voilà. Tout le monde pense que, voilà, on est tous comme Johnny. Voilà. Alors qu'en fait, non, c'est pas du tout ça. Pas du tout, du tout. C'est chacun est différent et chacun a sa place. Mais en France, non. Les médias, la télé, tout ça ne veulent pas de ça. Pour eux, c'est terminé.
Et moi, par exemple, j'habite à Perpignan. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tout à fait en bas de la France, collé contre la mer Méditerranée, près de la frontière espagnole. Et en fait, l'avantage de l'Espagne, c'est que dès que je traverse la frontière, je vais dans n'importe quelle ville qui commence à être un petit peu, on va dire, peuplée. Honnêtement, tu rentres dans n'importe quel bar, tu as de la musique avec des guitares dedans, partout, partout, partout. Et moi, je suis allé à Barcelone un nombre de fois incalculable pour aller voir des concerts, pour assister à des spectacles ou n'importe quoi. Et je me dis, wow, mais il y a quand même un sacré écart entre ce qu'on nous dit en France et ce que vive l'Espagne, par exemple. Après, est-ce que c'est un problème de culture ou de compréhension? Ça, je ne vais pas rentrer dans le débat parce que c'est un petit peu trop complexe. Mais je pense qu'effectivement, on est un petit peu étriqué en France par rapport à tout ce qui sort de ce que les médias nous demandent de faire. Voilà. C'est vrai que toi, tu parles de l'Espagne. Alors, c'est pas forcément dans le rock, mais enfin, quoi que si. J'ai été plusieurs fois en Irlande et c'est vrai que, enfin, il y a aussi enfin, c'est quand même impressionnant ce changement de culture par rapport à la musique et au fait que, bah, il y a beaucoup d'instrumentistes dans les bars et qui sont quand même mis en valeur. Ah, Et on se rend compte que eux, ben, c'est vrai que souvent, ça fait aussi partie presque de leur éducation, d'apprendre leur folklore, soit d'apprendre à faire des claquettes ou de la musique. Enfin, c'est presque dès qu'ils naissent, voilà, c'est ancré en eux, quoi. Mais je suis complètement d'accord avec toi. Je dirais même qu'il y a plus de respect pour les personnes qui sont dans le monde du spectacle dans ces pays-là plutôt qu'en France. Bon, je parle bien de personnes qui performent, hein, entre guillemets, c'est-à-dire les personnes qui sont musiciens, acteurs de théâtre ou n'importe quoi, je dis bien ça. Les gens, ils se disent pas tu fais quoi dans la vie? Je suis musicien. Ah, et c'est quoi ton vrai métier? Voilà, eux, ils n'ont pas ça. Nous, en France, on a ça. Oui, c'est vrai. Et même par rapport, je pense, aux consommateurs, entre guillemets, de musique, c'est vrai qu'il y a les législations par rapport au fait de payer les amateurs, etc. C'est vrai que dans les bars ou autres en Irlande, ce qui m'a étonné, c'est quand tu vois le pot à tips. Ce que mettent les gens en France, les gens veulent vraiment du gratuit, on le remarque, parce qu'il y a beaucoup moins de billets dans le pot à tips que quand tu vas voir des groupes à l'étranger où là, ils se font un cachet juste avec des pourboires. Donc, c'est normal aussi que ça ne fonctionne pas pareil. Mais je suis complètement d'accord avec toi. J'en parlais encore hier avec un ami qui est dans le milieu d'ailleurs de la musique. Et il me disait, moi, ce qui m'énerve, c'est que, entre guillemets, lorsque je veux jouer dans un bar, à l'époque où c'était encore autorisé, n'est-ce pas? Il doit y avoir du clandestin, non? On peut parler des concerts comme dans la prohibition. Ouais, vous couperez au montage, hein. Donc, oui, effectivement, à l'époque où c'était encore autorisé, il me disait, mon ami, que lui, ce qu'il en avait marre, c'est que lorsqu'il devait jouer dans des bars, par exemple des bars resto ou des bars à tapas ou n'importe quoi, il me disait... Mais moi, j'en ai marre parce qu'à chaque fois qu'on se présente, le gars, il dit, ouais, bah écoutez, moi, je vous paye avec un sandwich jambon beurre, une bière tiède, et puis tu dégages après. Et vous ramenez le matériel et tout, c'est ça? Voilà, c'est ça. Non. Là, il y a un vrai problème par rapport à ça, quoi. Bah après, c'est vrai que si on avait cette culture du tips, alors j'ai tips dans la tête, du coup, je trouve plus le mot en français, mais... le pourboire, le don? Voilà, le pourboire du don, comme ça peut être dans certains autres pays où tu peux avoir facilement un cachet avec les pourboires des gens. Mais en France, c'est pas le cas parce que les gens n'ont pas cette culture de donner, en fait. Exactement. Le gros problème aussi, c'est que... Bon, moi, j'ai une amie qui est partie il n'y a pas si longtemps que ça aux USA. Elle me disait que c'était la première fois qu'elle y allait. Le jour où on a commencé à prendre son premier repas au restaurant et qu'il a fallu payer l'addition, elle s'est faite salement regarder parce qu'elle n'était pas au courant de l'histoire du tips, justement, à la fin du repas. Oui. Donc après, quand elle a compris, elle a dit, bon, elle a le temps d'essayer de calculer, de comprendre. Et elle s'est dit, purée, mais c'est vrai qu'en France, on a une autre mentalité aussi par rapport à ça. Et si je fais un parallèle par rapport à la musique, le problème, c'est que comme la France, c'est un pays qui est un pays qui a depuis toujours été versé dans les arts différents, ça fait partie de sa culture, de son ADN pour moi, la France. C'est vraiment le pays, la bonne bouffe, les spectacles, le fait de rester joyeux, etc., etc. Mais en même temps, il y a quelque chose dans cette mentalité, alors peut-être que c'est une fausse idée que je me fais aussi, hein, mais qui dit, ben voilà, puisque ça fait partie de notre culture, c'est normal que j'y ai droit gratuitement. Ben non. Je veux dire, tu fais venir un plombier chez toi. Le plombier, il travaille pas gratuitement. Hein. Le résultat, tu l'as. Mais il est là. Le coiffeur, pareil. Et l'artiste, je suis désolé, c'est pareil. C'est vraiment pareil. Il y a une mauvaise vision des
des personnes qui travaillent dans le monde du spectacle que je trouve être biaisées à ce niveau-là, où on se dit, oui, mais voilà, on a la vision du saltimbanque. Voilà, c'est ça que j'ai envie de dire. Oui. Le saltimbanque, c'est celui qui fait... limite, tu vois, on mettrait... alors, même si ça en fait partie, mais tu vois, ils se disent que tout le monde, on est un peu comme des humoristes. On est là pour amuser la galerie, mais à côté de ça, ben, je suis désolé, il y a du travail d'écriture, de réalisation, de chercher à comprendre qu'est-ce qui marche pas. Ça, oui, pourquoi non? Si je suis acteur, ben voilà, est-ce que je peux apprendre différemment à faire de mon acting, comme on dit? Voilà, il y a des tas de choses qui sont à ce niveau-là. C'est vraiment, vraiment très, très problématique dans notre pays actuel. Voilà. Bon, je suis assez d'accord avec toi là-dessus. Et je voulais revenir là sur le matériel, parce que je sais qu'avec toi, sinon on va discuter, on va aller dans tous les sens, parce que moi, il y a beaucoup de choses qui m'intéressent et j'aime bien parler avec toi, parce que justement, on peut échanger, on peut débattre, et c'est toujours intéressant. Par rapport au matériel, justement, au début, tu disais, c'est une galère quand même quand on débute, parce qu'il y a beaucoup de choix, surtout aujourd'hui, il y a de plus en plus de choix, en plus avec toutes les technologies qui se développent, même au niveau des amplis, les amplis virtuels, etc. Enfin, on sait plus quoi choisir. Même moi qui fais de la musique depuis des années, j'avoue que je vais au plus simple, parce que je trouve que c'est compliqué quand on n'est pas dans la technique de se mettre dans tout ça. Et c'est super intéressant du coup que tu fasses ça, parce qu'on a beaucoup de chaînes aujourd'hui, YouTube ou de sites pour apprendre la guitare, mais c'est qu'on ne t'apprend pas à choisir ton matériel. Exactement. C'est là où, entre guillemets, je me mets vraiment en avant. Alors, il existe d'autres manières de pouvoir découvrir du matériel, choisir. Je pense notamment à tous les magazines qui sont spécialisés dans la matière, etc., etc. Mais mon credo avec, entre autres, ma chaîne YouTube, lorsque je fais des vidéos, c'est je reste objectif. C'est je présente le matériel, ça sert à quoi, ça fait quoi, et surtout à qui ça s'adresse. Et mine de rien, ben, on se rend compte que on a plus de choix qu'avant, donc ça c'est très bien, parce qu'avoir plus de choix, c'est toujours quelque chose qui nous permet de mieux se situer par rapport à nos besoins et nos envies. Après, la question, c'est est-ce que j'ai besoin de tout? Non. À la limite, tu peux dire est-ce que j'ai envie d'avoir tout? Oui, ça, tu peux le dire. Ouais. Si tes moyens financiers le permettent, bien sûr. Ouais. Ah, ça, ce que tu dis, ça me fait juste penser, entre parenthèses, à des pédales que j'ai dans une armoire que j'utilise jamais. J'en ai honte. Mais tu vois, non, c'est pour te dire, voilà, si j'ai quelque chose, bah, ça peut servir pour faire des tests, des essais. Maintenant, si jamais, par contre, tu as besoin que de 3 sons, ou même un son, admettons, par exemple, un son qui te convient bien et que tu as besoin de rien d'autre, bon, là, par contre, c'est un choix artistique. Et c'est là où moi, par contre, aussi, je dis toujours, dans le test de matériel, je dis toujours à qui ça s'adresse. Et point très important, c'est je reste objectif. Ça, c'est bien, ça, c'est moins bien. Ça va, ça ira pas parce qu'il y a ceci, cela, cela. Mais toujours en étant objectif, c'est-à-dire, je ne suis pas là pour dire, voilà, ben ça, si c'est pas bon, je le descends en flamme pour faire du... comment est-ce qu'on appelle ça? Pas du shitstorm, mais tu vois, comme ils disent dans les réseaux sociaux. Mais tu vois, ou ni pour faire le buzz, le bad buzz en disant, ouais. Ça, c'est de la merde. Non, non. D'ailleurs, ça, c'est un truc que je regrette énormément sur les réseaux sociaux, YouTube et ce que tu veux. C'est que si jamais tu veux du bad buzz, ça fait vendre. De toute façon, le scandale fait toujours vendre. Ça, c'est un truc qui est vraiment ça. Donc, ouais, c'est ce que je veux vraiment avec le matériel, c'est dire, je présente en français ceci. Je fais donc un test objectif. Ça, c'est bien, ça, c'est moins bien, voilà. Donc, voilà. Oui, tu as une certaine éthique de ce que tu fais et tu fais pas ça juste pour avoir du trafic, quoi. Non, pas du tout. Non. Et, moi, de toute façon, quand de temps en temps, il m'est arrivé que des fournisseurs de matériel de musique dédiés au monde de la guitare m'envoient du matériel pour faire du test, je ne manque pas de dire toujours, ok, moi c'est avec plaisir, au contraire, c'est génial, merci beaucoup de me faire confiance. Par contre, on est bien d'accord, je reste indépendant sur mon avis. Et c'est là où de temps en temps, des fois, y a ceux qui jouent le jeu et ceux qui veulent pas le jouer en disant, ah ouais, mais si je t'envoie ça, quand même, tu peux en faire la pub. Non, attends. Moi, on parle de test, là. Si c'est un test aiguisé en forme de pub, là, c'est autre chose. Et ça t'est déjà arrivé que, du coup, suite à un avis que tu as publié, suite à un test de matériel, la marque te demande de retirer si tu n'étais pas trop pour?
Alors moi, ça ne m'est jamais arrivé parce que, comme j'ai dit, moi, j'argumente. Oui, J'argumente toujours. Et c'est vrai que quand on passe donc dans des bon, moi, là où je publie, ça va. Je suis toujours très correct. Toujours très, très correct. Je suis pas là pour descendre gratuitement les choses parce que ça sert à rien. Franchement, je suis pas là-dedans. oui, t'es Par pas contre, dans moi, le j'ai un c'est ami. nul, quoi. Voilà, Voilà. c'est ça, exactement, tout à fait. Par contre, j'ai un ami, lui, il s'est fait mais pourrir, pourrir, pourrir. Alors, lui, pour un titre d'exemple, il a presque 200 000 abonnés sur YouTube. Il fait des tests suite à des endorsements qu'il a. Et une fois, il a fait un test entre deux types de matériel qui se ressemblaient beaucoup, mais il y avait 3 000 € d'écart entre les deux. Donc, c'est pas une paille, quoi. Et il avait dit, bah voilà, bah, moi, pour mon usage à moi, les 3 000 € d'écart, bon, ça se justifie pas, etc. Mais il a bien expliqué pourquoi, il est tout à fait honnête. Il s'est fait défoncer, mais défoncer. Oh là là, il menace et tout, là, c'était vachement loin. Ah ouais, par la marque? Ah oui, 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 oui. Ah oui, oui, oui. Donc, du coup, il a été obligé effectivement de retirer la vidéo. Ouais. Mais vous faites pas de, je sais pas comment ça fonctionne, j'ai jamais fait de placement, même si je parle aussi, tu vois, pas mal d'outils et tout. Mais des fois, j'ai des petits liens d'affiliation qui te font gagner 2% sur une vente. Enfin, c'est rien. Et comme toi, si je le fais, c'est parce que le produit, je pense qu'il est intéressant pour les musiciens DI, que le comparatif, le compromis prix-qualité vaut le coup. Enfin, tu vois, je vais pas vendre un truc pour avoir de l'argent si je trouve que c'est complètement con de le vendre ou de l'utiliser. Ah, mais exactement. Mais est-ce que vous faites genre des contrats avec les marques justement pour spécifier ça sur papier? Alors, non, dans la mesure où, en fait, moi, ce que je fais, c'est du test. Donc, test, ça veut dire, j'ai le droit de dire ce que je veux dessus. Oui, tu fais pas derrière forcément de la Par vente. Enfin, c'est contre, pas... si par contre on me demande, entre guillemets, un jour de faire une publicité, attention, Mm. un test, ce n'est pas une publicité. Ce sont deux choses différentes. Publicité, c'est de la réclame. Ça veut dire, je dis pourquoi c'est bien, etc., etc. Et une publicité, il faut que ça soit accrocheur, que ça soit vendeur, il faut que ça remette les choses en avant. S'il y a des petites choses qui vont moyennement bien, faut parfois passer ça sous silence. Et c'est là où moi, avec mon éthique, des fois, ça coince un petit peu. Mm. Oui, ou alors faut vraiment que tu sois convaincu par le matériel que tu présentes et que c'est quelque chose que... Enfin voilà, pour ou toi, il y a ton subjectif qui va rentrer aussi parce que tu as une certaine appétence avec ce matériel ou Exactement, sensibilité, tout quoi. à fait. Oui, oui, voilà. Je veux dire, après, chacun voit midi à sa porte, effectivement, en disant, ben ça me parle beaucoup parce qu'il y a ça, 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 ça. Alors après, bon, le matériel de musique, moi, je le vois, hein, tous les musiciens, on est d'accord avec ça. Quand on reçoit un nouvel instrument, un nouveau gadget, ah ben, on est comme des gosses avec un nouveau joujou, hein. On est, ouais, ouais, je l'ai eu, ouais, ouais, je suis content, je suis content. Au début, tout est génial. Ouais. Et après, au bout d'un mois, quand tu l'as utilisé vraiment à fond, là, tu as un regard qui est un petit peu différent et tu peux dire, bon, voilà, voilà ce que je pense, il y a ça, ça, ça. Ça peut être toujours aussi bien qu'au début, comme ça peut être aussi, eh ben, tiens, finalement, je suis un peu plus mitigé. Et tu parlais tout à l'heure d'un truc intéressant, c'était que tu choisis ton matériel aussi par rapport à tes besoins, par rapport au son. Oui. Et du coup, c'est quelque chose qui doit se réfléchir avant, la recherche du son. Ah, mais complètement, complètement. Je veux dire, bah, de toute façon, toi-même, tu le dis même dans tes vidéos, lorsque l'on fait des vidéos YouTube, lorsque l'on fait des lives, par exemple, ce n'est pas l'image qui compte en premier, c'est le son. C'est ça qui est le plus important. Mm. Une image qui est superbe mais avec un son pourri, quelqu'un ne va pas regarder la vidéo. L'inverse est beaucoup plus vrai par contre. Si tu as un très bon son et que l'image est juste correcte, la personne va rester jusqu'au bout parce que il y a ça qui est important. Donc du coup, la recherche du son pour un instrument, c'est vraiment très 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 poussé. Et là, tu peux te dire, ok, par exemple, moi je joue de la guitare avec des vrais amplis, je joue de la guitare avec des plugins, donc des instruments virtuels fabriqués par ordinateur. J'ai des pédales, j'ai des multi-effets, j'ai un ampli qu'on appelle un isocap, c'est-à-dire un ampli qui est enfermé dans une grosse boîte et qui est complètement fermé phoniquement, Ah, mais dans lequel il y a un micro et qui me permet d'avoir un vrai son d'ampli qui me permet de jouer à 3 heures du matin sans déranger personne parce que j'habite en appartement. oh, c'est Donc génial ça. ça, c'est ouais, ouais, ça, c'est quelque chose que j'ai construit moi-même. Et donc, selon mes envies, mes besoins et l'heure qu'il est, je sais ce que je peux faire ou pas faire. L'avantage du plugin, par exemple, donc les instruments fabriqués par un ordinateur, c'est que tu te branches ta guitare dans ta carte son, tu lances le logiciel et ça marche. Par contre, au niveau
côté son naturel, un vrai son d'ampli avec un vrai son de guitare, avec une vraie dynamique, ça, tu ne l'auras jamais, jamais, jamais. Après, avec un vrai ampli, bah ça, t'as le vrai son de ton instrument qui est là, c'est quelque chose de vivant, tu sens bien l'attaque des cordes, tu sens bien le son des micros, tu entends bien la dynamique du haut-parleur. Alors par contre, ça fait un barouf pas possible. Et si jamais, comme moi, tu vis dans un appartement d'un immeuble qui a été construit à la va-vite et qui n'est pas phoniquement bien isolé, ça peut vite poser des problèmes. Ah bah, je comprends, c'est pour ça que je fais jamais mes lives plus tard que 20h30, 21h. Ouais, bah, je comprends ça. Ouais. Ouais, mais c'est intéressant. Et par rapport à ça, tu vois, ça me fait penser à l'époque, enfin, je dis à l'époque comme si on avait 70 balais, mais moi, quand quand j'ai démarré la guitare, moi, j'avais 12-13 ans. Enfin, non, je commençais à 9 ans la guitare classique, mais la guitare électrique, j'avais 12-13 ans. On n'avait pas trop tout ce qui était achat sur Internet. On n'avait même pas Internet d'ailleurs. Et on allait quand j'étais ado, on allait dans les magasins de musique de la ville la plus proche et puis on pouvait essayer tout sur place. Il y avait des salles insonorisées où tu pouvais tester des pédales, etc. Et c'est vrai que maintenant, je remarque que par exemple, j'achète beaucoup de choses via Internet et que je vais voir justement des avis comme toi ou des tutos ou des tests de pédales ou autres. Et c'est vrai que c'est souvent beaucoup en anglais, malheureusement. Et c'est ce changement un peu d'époque. Je ne sais pas si toi, tu le ressens aussi, le fait que bah, tu fais aussi beaucoup de tests sur les réseaux sociaux et YouTube. Mm-hmm. Et du coup, tu t'en penses quoi, toi, justement, de ce changement qu'on a entre l'époque où on allait vraiment en magasin de musique tester le matériel et maintenant, en fait, on va chercher le conseil auprès de musiciens directement sur les réseaux. Alors, comme disait Patrick Ronda que j'avais interviewé, je l'ai interviewé 2 fois, et à chaque fois, ce qui revenait, il disait c'est bien et c'est pas bien du tout en même temps. Pourquoi ? C'est pas bien parce qu'en fait, tu perds le contact avec ton vendeur local. Donc, tu ne fais pas travailler l'économie locale et nationale. De l'autre côté, avec Amazon, par exemple, je prends Amazon parce que c'est le plus connu, hein. Tu as besoin de quelque chose, tu regardes, il est disponible, clac, un clic, livré le lendemain en 24 heures si tu as l'option. Donc ça va très 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 vite. Ça, c'est génial. Tu as pratiquement tout à disposition. Alors là, en plus, depuis que il y a tous les sites chinois comme par exemple Wish, AliExpress et tout ça qui sont apparus, là, c'est la fête complet au village. Il y a pratiquement tout qui est disponible. Maintenant, est-ce que je sais ce que j'achète ? Est-ce que je paye le conseil auprès de mon vendeur ? Parce que moi, par exemple, je prends l'exemple, j'achète une guitare auprès de mon vendeur local. Je ne connais rien, ben j'échange avec lui. Est-ce que tu peux me parler de ça ? Ah ouais, d'accord, ok. Ouais, mais t'es plus cher que sur Internet. Et la réponse qu'il va te dire très souvent, c'est oui, c'est vrai, je suis un petit peu plus cher sur Internet. Mais voilà, ce que je peux faire, c'est moi en échange, ta guitare, au moment où je vais te la vendre, je vais te la régler complètement selon tes désirs. Alors que quand tu achètes sur Internet, ben, il va falloir te débrouiller tout seul. Si tu sais pas faire, ben, t'es bon pour payer ça. Je te mets un nouveau jeu de cordes neuf. Souvent, c'est ce qu'ils font aussi. C'est un petit geste commercial sympathique. Et s'il y a quelque chose, tu reviens me voir. Tu as une garantie de tant de mois où je viens, je prends tout en charge. Tu t'occupes de rien, c'est moi qui m'occupe de tout. Et en même temps, bah, ça crée du lien social. Tu pouvais échanger avec les uns et les autres. Tu pouvais faire des rencontres avec d'autres personnes qui étaient dans le magasin à ce moment-là. C'est disons qu'à partir du moment où ça n'est pas régulé, tout ce genre de choses, c'est là où les problèmes arrivent. Et comme c'est le cas actuellement, c'est-à-dire que tout est ouvert à blinde, c'est un petit peu compliqué, J'ai un ami j'ai beaucoup d'amis, t'as remarqué? Tant mieux. J'ai un ami qui m'expliquait que lui, il est chef d'entreprise. Il fabrique des carreaux pour les salles de bain, des trucs comme ça. Et un jour, en France, il a eu un problème, c'était un problème de syndicat, parce que les syndicats, ils étaient politisés, etc. Il embêtait exprès pour l'embêter, au lieu de faire avancer les choses, c'était compliqué. Et il a pété les plombs, il a vendu son entreprise à un nouveau patron, et puis lui, il est parti. Quelques mois plus tard, il revient quand même pour dire bonjour à quelques personnes de l'entreprise qu'il avait avant. Et il dit, comment ça se passe? Il me dit, oh là là, si on avait su. Je dis, ah bon? Ouais, si tu savais, à peine t'es parti, le nouveau patron est arrivé, il a dit, alors c'est clair, hein, si vous faites là les réunions, tout ça, syndicats, pour faire avancer les choses, ok.
Par contre, si c'est pour emmerder tout le monde, moi, je ferme tout et dans un mois, tout ce que vous faites, je le délocalise en Algérie. Ça a calmé tout le monde. Autant dire que là, il n'y a plus personne qui a moufté. Alors là, bien sûr, on parle d'une autre vision des choses qui est vraiment limite abusive. Hein. Mais c'est pour dire, le gars il est venu, il a dit, moi c'est simple, j'ai une entreprise, en France on paye des charges, en France on se fait taxer, la TVA, tout ça. Ok, on joue le jeu. Par contre, il faut que tout le monde joue le jeu aussi. Et le problème, c'est que tu vois, avec cette abondance de possibilités d'avoir tout en un clic, tu n'as plus non plus aussi le problème de je veux quelque chose. Ah, il n'est pas tout de suite disponible. Bon, je vais attendre une semaine. Ben, j'attends une semaine. Et au bout d'une semaine, tu l'as, ben, tu es contente et tu te dis finalement, l'attente que j'ai eue d'avoir cette chose, ça faisait aussi partie de la vision que j'avais idéaliste de ce que je voulais avoir. L'attente faisait partie du cadeau, entre guillemets. Oui. Là, tu as tout de suite. Et ce sont les enfants qui sont gâtés qui ont ça. Alors, est-ce qu'on n'est pas trop gâtés, nous aussi, à ce niveau-là? C'est une question que je laisse en suspens, mais qui mérite de réflexion. Mais puis en plus, comme tu disais, tu as le conseil quand même du vendeur dans les magasins. Quand tu achètes sur Internet, enfin, moi, je vois, j'avais acheté là, une loupe, la RC 202 de Boss là, pour faire mes lives. Oui. J'ai dû passer parce que c'est quand même un petit investissement, quoi. Ah oui, je crois qu'il est dans les 600 €, non, maintenant? Ah non, pas le 202. Moi, j'ai pris, il doit être entre 200 et 300 €. Ah oui, c'est le petit alors, ok. Le gros, il est... Non, moi, je prends le petit. Mais parce que c'est pareil, après, trop, il y a de pédales. Moi, je les utilise, donc moi, je me mets des contraintes. Mais j'ai passé une semaine, minimum une semaine, à aller voir des avis, à aller voir des tutos sur YouTube, à regarder les tests, à essayer de voir si c'était facile à utiliser, parce que finalement, tu vois pas la machine. Exactement. Et je me dis, tout ce temps que j'ai passé, je serais allé dans un magasin, j'aurais passé 2 heures avec le vendeur et c'était réglé, quoi. Exactement. Et puis le vendeur, je veux dire, il est là pour ça. Et pour peu que tu t'entendes bien avec lui, alors en plus, là, il va te donner plein de conseils, tu vas passer du temps. Et c'est jamais du temps que tu as perdu, parce que c'est du temps que tu investis d'abord pour toi, mais aussi en tant qu'approche du matériel. Tout à fait. Et comment tu réfléchis, toi, au matériel que tu veux présenter, que tu as envie de présenter? Si ça concerne quelque chose où j'ai à peu près une idée déjà de ce que ça peut donner, parce que j'ai un petit peu d'expérience maintenant, ça va très très vite. Sinon, souvent, ce que je fais, c'est dès que je reçois quelque chose, je me laisse 3 jours. Pendant 3 jours, je regarde ce que c'est sous toutes les coutures. Bon, au moins pour voir s'il n'y a pas quelque chose que j'aurais loupé, etc. Et puis, comme je disais, pour laisser aussi passer ce petit côté d'excitation où j'ai un nouveau joujou. Parce que au début, tout est génial. Hein, ah oui. Et après, quand tu commences à regarder, tu dis « Ah bah tiens, ça, j'avais pas vu. » etc. Donc, il faut donner un petit peu de temps. Et lorsque moi, par exemple, je dois tester une pédale, une guitare, etc., j'essaye pendant 3 jours. Et au bout de 3 jours, si j'ai envie de faire une vidéo, je la fais. Donc là, du coup, je prépare tout le matériel, etc., dans mon petit appartement, mes micros. Et je dis, voilà, je vous présente ceci. Sur le catalogue, il y a marqué que c'est ça. Moi, j'ai remarqué qu'il y avait ceci qui était super. Ça, on n'avait pas pensé, mais on peut s'en servir pour ceci. Tu vois, c'est tout ce genre d'approche que j'ai. Je ne cherche pas à faire la publicité, comme je disais tout à l'heure. Je cherche juste à dire, voilà ce que je vois tout de suite devant moi. Voilà. Et c'est du matériel qui, parce que bon, tu es quand même un grand passionné, c'est du matériel plus que tu vas réfléchir par rapport à des questions que ton audience peut te poser, ou alors aussi par rapport à des choses qui vont t'amuser, qui sortent et que toi, tu as envie de tester pour voir ce que c'est. Alors, en fait, c'est que comme je ne suis pas professionnel là-dedans, même si je pourrais le faire sans problème, hein, si jamais je venais un jour, par exemple, on venait à me proposer un poste, par exemple, là-dedans, de testeur officiel, pour un magazine, pour un revendeur, etc. Moi, ce serait génial. Par contre, ce qu'il y a, c'est que... Juste, je mets une petite parenthèse, voilà, s'il y a des magazines ou autres qui cherchent des testeurs en matériel, n'hésitez pas à contacter Emmanuel. Merci, Guy. Je t'enverrai ton chèque à la fin, t'inquiète pas. Merci. J'espère bien. Vous couperez ça aussi au montage. Donc oui, par rapport à ça, ce qu'il y a, c'est que la question qui me revient tout le temps, c'est quand est-ce que tu testes ceci, quand est-ce que tu testes cela. Ça, ce sont les remarques que j'ai.
Ce qu'il faut savoir, c'est que comme je ne suis pas, entre guillemets, professionnel en tant que tel, moi, je suis quelqu'un qui a dit je suis objectif dans mes tests. Donc, du coup, par rapport à tout ça, c'est un peu compliqué dans la mesure où tout ce que je reçois, c'est du matériel que j'achète avec mon propre argent personnel. Voilà. C'est pour ça aussi que je n'ai pas un budget limité, je n'ai pas un porte-monnaie qui est immense. Si je veux quelque chose, si je veux le tester, c'est d'abord parce que j'en ai envie, parce que je me dis que ça peut intéresser du monde, et parce que je sais que je peux le partager en me disant, voilà, c'est toujours quelque chose que je peux rajouter dans la francophonie à mon niveau. Maintenant, il y a des personnes qui me disent tout le temps, ouais, quand est-ce que tu testes cet ampli qui vient de sortir, quand est-ce que tu testes ça? Bah, pour ça, il faudrait que ce soit des fournisseurs qui acceptent de m'envoyer la machine, que je puisse le passer en test et puis dire voilà ce que j'en pense. Maintenant, comme je disais, le gros problème aussi, c'est que des fois, il y en a qui veulent pas jouer le jeu en disant ouais, non, mais nous, on veut que tu dises que des choses bien dessus. Bah non. Bon, dans ce cas, on fait un contrat publicitaire, etc., etc. Là, on discute. Voilà. Et puis, il faudrait que tu en aies envie aussi, et ça fait pas partie de tes valeurs. Non, parce que, comme je disais, moi, je suis avec un collègue qui est ici à Perpignan, qui est passionné de la guitare aussi, qui est professeur au conservatoire de Perpignan en musique moderne. On a les mêmes goûts musicaux tous les deux, on est tous les deux des acharnés du matériel, donc régulièrement il vient dans ma chaîne, il s'appelle Jean-Philippe d'ailleurs. Coucou mon Jean-Philippe, si tu m'entends. Et donc on est d'accord pour dire, voilà, ça c'est bien, ça c'est moins bien. Et lui il me dit combien de fois j'ai des élèves au conservatoire, des petits jeunes, dont les parents ils ont acheté une guitare comme ça à la va-vite, qui est très mal réglée, qui ne sonne pas un cachou, qui vaut rien. Oui, mais bon, voilà, la guitare, elle est comme ça, c'est bon, il y a quelque chose. Oui, mais elle n'est pas bien réglée, oui, mais non. Donc, du coup, ça n'incite pas à vouloir continuer la pratique de l'instrument. Et du coup, quand il commence à dire, ouais, mais tu sais, moi, je teste du matériel qui est quand même, pour le même prix, tu aurais pu avoir un truc beaucoup mieux. Ah bon, Parlement. Et ben, donc, il commence à raconter un petit peu tout ce qu'on peut tester, quels sont les comparatifs, etc. Et dans le sens où c'est une passion, ce qu'on a, on est tout le temps connecté à droite, à gauche sur les différents fabricants d'instruments, d'amplis, de pédales. C'est notre passion, c'est notre dada. Il y en a, c'est les bijoux, il y en a, c'est les voitures. Nous, c'est tout ce qui est au monde de la guitare. Donc, du coup, on passe notre temps et notre vie là-dessus, mais parce que ça nous plaît. Voilà. Et du coup, c'est beaucoup plus facile pour nous de savoir, voilà, je veux essayer tel matériel. Je sais que je peux me le permettre maintenant financièrement. Allez, je l'achète. Dès que je le reçois, je le fais le test. Et il y a un truc qui est bien pour ceux qui ne le savent pas, c'est qu'il y a une loi qui dit si jamais on n'est pas satisfait de matériel qu'on achète, que ce soit à distance ou en magasin, on a en général 30 jours pour le renvoyer, sous condition qu'il n'ait pas été abîmé, bien sûr. Et ça, c'est quelque chose de très pratique. D'accord. Oui, parce que des fois, ils le marquent un peu sur les sites, on a l'impression qu'ils nous font un cadeau, mais c'est la loi, quoi. C'est la loi, voilà. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est bien stipulé. Et il faut bien aussi lire des fois les petites lignes en disant, si vous n'êtes pas d'accord, renvoyez-nous le matériel. Par contre, on ne vous rembourse pas. C'est une valeur d'achat que vous avez chez nous. Ça, c'est pas trop légal, quoi. Mais ça fonctionne aussi pour l'étranger, quoi, si tu achètes oui, Thomann, souvent à l'étranger. par exemple. Alors, par exemple, voilà, chez nos collègues outre-Rhin, effectivement, Thomann, eux, ce qu'ils ils veulent vraiment, c'est la satisfaction client à tout prix. Ça, c'est un credo qu'ils ont chez eux. C'est donc pour ça qu'ils ont vraiment mis l'accent dès le départ où ils ont commencé à grandir, il y a quelques années maintenant, où ils ont dit, voilà, on sait qu'on veut vraiment être dans le cœur, entre guillemets, de toute l'Europe. Et maintenant, ils commencent de plus en plus d'ailleurs à être connus aux USA. Et ils se disent, bah voilà, si les gens sont contents, ils recommanderont chez nous à nouveau. Alors, moi, j'ai eu une très mauvaise expérience avec eux. D'accord. Et du coup, je retournais un peu plus souvent chez Woodbrass en me disant ils sont français, donc c'est peut-être plus pratique. Mais c'est bête, hein, mais j'ai dû tomber juste sur un employé qui n'était pas au meilleur de sa forme. Et en fait, on m'avait offert une mandoline. Donc, tu sais, dans les premiers prix, quoi. Enfin, pas la moins chère non plus, mais la personne qui l'a acheté, en plus, ne connaissait pas grand-chose. Donc, elle s'était renseignée auprès du conseiller Thomann, tout ça. Et donc, elle était très heureuse de me l'offrir. Et quand j'ai ouvert, en fait, j'ai vu qu'il y avait plein de défauts. Il y avait des problèmes de collage. Il y avait quelque chose qui allait pas, quoi. On voyait que c'était pas fini, quoi, l'instrument. Oui. Et donc, j'ai contacté Thomann et le gars m'a dit non, mais au prix là, faut pas non plus nous demander d'avoir mieux.
Euh, C'est quand même dans les 150-200 € la mandoline. Donc, Ouais, non, mais là, oui, effectivement, le gars, il travaillait un lundi après-midi, non? je sais pas, je sais pas, mais il a pas du tout eu de réponse très commerciale. Et du coup, pendant très longtemps, j'ai pu recommander chez eux. Et la dernière fois que j'ai recommandé, c'était pour les boutons là que tu m'avais parlé pour Ah oui, mon pédalier maison là. tout à fait, oui, oui, je m'en souviens, oui. Exact. Bah, disons que moi, depuis des années que j'avais commandé chez eux, j'ai jamais eu un seul problème, jusqu'au jour où c'est arrivé. C'est-à-dire que j'avais commandé un haut-parleur pour ampli, que le haut-parleur, que le baffle, voilà, pas le baffle entier, que le haut-parleur, le cône, quoi. Et donc, je le reçois, sauf qu'ils se sont trompés, ils m'ont envoyé un cône pour ampli basse, pas pour ampli guitare. Et c'est pas les mêmes fréquences, c'est pas la même fabrication. Donc je leur téléphone, le gars il me dit ok, pas de problème, bah écoutez, on va vous en envoyer un. Vu que le prix que vous avez payé le baffle basse qu'on vous a envoyé, c'est plus cher que le prix du renvoi chez nous, bah garde-le, c'est pas grave. Je dis bah c'est sympa, merci beaucoup, j'apprécie le geste. Bon. Et puis après, donc je reçois le nouveau cône, pardon, de haut-parleur. Et là à nouveau, le même, un truc de basse. Alors, je leur téléphone, j'ai dit, écoutez, il y a un problème peut-être au niveau de l'étiquetage ou je sais pas dans vos réserves, mais à nouveau, je reçois un truc basse. Ah ouais? Ah ouais? Et pourquoi vous avez pas envoyé le précédent? J'ai pas envoyé le précédent parce que votre collègue m'a dit ça. Ouais, mais non, mais il fallait, c'est hors la loi, vous avez pas le droit de faire ça et tout. J'ai dit, mais on va se calmer là. T'es tombé sur le même que moi là. Je dis, c'est pas possible. Qu'est-ce que c'est? Et tout ça en anglais, parce que bien sûr, le gars, il parlait pas français. Bon, moi, ça va, étant bilingue, j'arrive à parler. Mais comme il s'énervait un petit peu, donc du coup, ça m'a vraiment calmé aussi. Et un petit peu comme toi, j'ai dit, écoute, à partir de maintenant, même si c'est un poids plus cher, au moins je fais travailler les Français, donc je suis retourné chez Woodbrass. Non, mais voilà, après, je pense que ça peut nous arriver chez n'importe qui d'avoir une mauvaise expérience aussi avec un vendeur. Oui, malheureusement, parce qu'il donne pas une bonne image finalement à l'entreprise pour qui il travaille. Tout à fait, ça peut arriver. Je veux dire, il y a des tas de magasins en ligne où ça peut se passer vraiment nickel, incroyable, et puis d'autres fois, c'est vraiment catastrophique. Bon, on va pas tous les citer, mais tous les magasins en ligne en France, par exemple, Woodbrass, Sonovente, Backshop, etc. Moi, j'ai jamais eu de souci à titre personnel. Ça s'est toujours super bien passé. Alors, je me dis, bon, surtout maintenant, aujourd'hui, où l'économie n'est pas au plus beau dans notre pays, autant faire tourner les magasins français qui en bavent vraiment un maximum, quoi. Oui, mais en plus, j'ai l'impression, quand je cherchais en tout cas pour ma loupe, qu'il n'y a pas une grosse différence dans les prix aujourd'hui entre Woodbrass et Thomann. Non. Quand tu vois des fois avec la livraison ou s'il faut faire un retour, c'est quand même plus facile d'aller dans le magasin du coin qui est affilié Woodbrass que de renvoyer là-haut. Tout à fait. C'est vrai que pour ça, Woodbrass, ils ont été très intelligents de s'affilier avec plein de petits magasins partout en France. Comme ça, ils ne font pas que eux l'envoi, la réception du matériel, etc. Je crois qu'ils sont situés à Nantes de mémoire, leur entrepôt. Et donc, c'est vrai que du coup, c'est beaucoup plus pratique pour eux de s'affilier avec ça. Ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé très intelligent. Oui. Ne pas faire tout seul, mais de se dire, tiens, dans tel magasin partenaire, il y a ça qui est disponible. Et ben voilà, on commande et puis c'est lui qui s'occupe de l'expédition, l'envoi, etc. Donc, non, parce qu'ils auraient pu ouvrir des antennes Woodbrass à leur nom. Exactement. Et du coup, ils font marcher. Ça permet d'aller chez le conseiller du coin pour ses instruments et peut-être d'acheter autre chose sur place aussi, en plus de ce qu'on vient chercher. Tout à fait, tout à fait. Donc ça c'est un exemple d'idée très intelligente pour continuer à faire tourner le commerce français, que je ne peux que saluer d'ailleurs. Tout à fait. Et ce qui est intéressant dans ce que tu donnes dans tes conseils, c'est que, alors je ne sais pas si c'est conscient ou pas, réfléchi ou pas, mais c'est quand même beaucoup de conseils qui sont plus tournés vers ce que j'appelle les musiciens DI, enfin vraiment ceux qui peuvent débuter, mais aussi ceux qui n'ont pas des gros budgets, où tu montres que la qualité se paye pas toujours forcément au prix qu'on le pense, et que y a des choses qui peuvent être à des budgets moyens qui sont de très bonne qualité, des choses qui peuvent être à des budgets élevés qui sont pas de la qualité qu'on attendait, quoi. Exactement. Alors, pourquoi? C'est parce qu'en fait, je me suis dit, si je me mettais à la place de quelqu'un qui ne connaissait absolument rien au domaine de la guitare, qu'est-ce que j'aurais aimé savoir? Qu'est-ce que j'aurais aimé apprendre dans la vidéo?
C'est pour ça que j'essaye toujours de me mettre au niveau aussi de ceux qui sont vraiment ultra méga débutants. C'est-à-dire qu'ils ne connaissent rien, rien du tout. Et j'argumente toujours en expliquant pourquoi. Ceci, il y a ça parce qu'il y a cela, parce que ça va te produire tel effet. Parce que si tu joues par exemple sur telle guitare, bon ben pour le prix, tu peux avoir ça, mais tu peux la comparer avec telle autre, etc. Donc j'offre toujours des comparaisons, des alternatives avec d'autres choses, afin que vraiment celui qui ne connaisse rien ne soit jamais perdu. Comme je l'ai dit, voilà, maintenant on est vraiment dans une pléthore de choix qui sont disponibles devant nous, qui sont de plus en plus importantes. Donc, où est-ce qu'on se situe à ce niveau-là? Est-ce que ça vaut le coup ou pas? Tu es débutant, tu connais rien? Allez, viens, ben, je vais t'expliquer dans la vidéo, regarde. Est-ce que ça t'a aidé? Bon, si ça t'a aidé, ben, tant mieux. Si ça t'a pas aidé, qu'est-ce que tu aurais aimé comprendre davantage, etc. C'est aussi pour ça que je fais beaucoup de vidéos aussi d'initiation. Par exemple, j'ai fait une série de 4 vidéos pour les personnes qui sont guitaristes et qui se disent, voilà, moi je connais rien au monde de la MAO, donc la musique assistée par ordinateur, pour ceux qui ne connaissent pas. Et donc, de quoi est-ce que j'ai besoin pour commencer à jouer de la guitare virtuellement sur mon ordinateur lorsque je n'ai ni ampli, ni rien du tout? Donc j'explique qu'il faut juste une carte son, un logiciel. Si tu n'as pas les moyens de te payer des enceintes de monitoring, bah, tu peux commencer avec un casque, etc. C'est toujours, tu commences petit, et au fur et à mesure, tu montes en disant, voilà, mais tu peux aussi faire ça si tu as les moyens de te le permettre. Comme disait un ami luthier avec qui j'ai discuté récemment, on a le matériel qu'on peut se permettre d'acheter. Ça, c'est très important. Peut-être pour lequel on a le niveau aussi d'utiliser, non? Wow, du niveau d'utiliser, oui. C'est-à-dire qu'en fait, ce que j'essaye de, comme tu dis, niveau d'utilisation, il y a des choses qui sont très, très, très poussées. Je veux dire, par exemple, quelqu'un qui débute complètement la guitare, tu lui mets, pour ceux qui connaissent le matériel, un multi-effet simulateur Axe-FX 2. Ah, mais pendant une semaine, il va pas toucher à la machine, tellement il va passer du temps dans le mode d'emploi parce que c'est pas clair du tout, c'est pas ergonomique. Oui, ça fonctionne bien, oui, ça sonne bien, mais par contre, tu dois rentrer dans des menus, de sous-menus, de sous-menus, de sous-sous-sous-menus. Et en fait, tu passes ton temps à plus tourner des boutons au départ plutôt qu'à jouer, et ça peut vite étioler ton envie de faire de la musique. Oui, puis comme tu dis, par rapport aux enceintes aussi, comme je fais de la MAO, moi j'ai débuté avec un ordinateur portable un peu pourri. J'avais mon casque, je bossais dans presque la cuisine à l'époque, et puis maintenant j'ai un bureau vraiment adapté avec des enceintes. J'ai investi dans du matériel, mais parce que ça fait une dizaine d'années presque que je touche un peu à ça. Et que je me suis vraiment encore plus spécialisé et formé, et qu'à un moment, tu sais que ça te plaît, que tu peux investir dans des enceintes qui coûtent aussi tel prix parce que tu sais que tu vas en faire régulièrement aussi. Oui, voilà. Si jamais, par exemple, tu commences la musique, je dis tu, c'est général, hein. Quand tu commences la musique et que tu sais pas par quoi commencer, bah, tu prends déjà des premiers prix pour voir un petit peu comment ça marche, etc. Si jamais tu vois que tu commences à avoir une utilisation beaucoup plus régulière, alors tout le monde n'a pas les moyens de se payer des focales qui coûtent je ne sais pas combien de dizaines de milliers d'euros l'une. Oui. Non, mais je ne suis pas non plus dans ce budget-là quand je dis que j'ai investi. Non, je te rassure, moi non plus. Argent, donne argent. Ah, déjà, on ne se fait pas payer pour jouer. Comment tu veux qu'on achète des enceintes, mince? Je peux vous payer en jambon beurre et en bière tiède. Vous prenez les tickets resto. T'imagines dans le magasin de musique, le gars il te regarde. C'est ça. Tu reviens à la méthode du troc, tu sais. Bah après, si le troc est intéressant, ça se discute, mais. Oui, voilà, mais bon, je veux dire, en général, si tu viens avec un jambon beurre, je pense que tu ne fais pas très bien accueillir. Quoi. Donc oui, pour revenir donc avec le matériel de MAO, par exemple d'enceinte de monitoring, tu peux voir qu'il y a maintenant plein d'avis différents. Alors pour ça, le site Audio Fanzine est quand même pas mal, parce qu'en fait, ce sont des avis d'utilisateurs. Donc il y a beaucoup de personnes. Moi, par exemple, les enceintes que j'ai actuellement, ce sont des Eris 3.5 de la marque Presonus que j'ai actuellement à la maison. C'est petit, ça me suffit largement. Avant, j'avais plus grand, mais ça ne me servait à rien parce que je ne pouvais pas les pousser au-delà d'une certaine limite parce que sinon, je faisais voler en éclats toutes les vitres de mon appart.
Donc, je me suis dit, bon, je vais prendre plus petit. Et en fait, non seulement c'est beaucoup plus pratique, je peux pousser le volume un petit peu plus, entre guillemets, mais ça reste très tolérable pour faire ce que je veux. Ça, c'est bien. Après, tu peux comparer dans le même ordre de prix parce que régulièrement, ils font des tests de comparaison. Là, je prends l'exemple des enseignes de monitoring, mais ça peut être une carte son, ça peut être un logiciel, ça peut être ce que tu veux. Mais dans ce cas, c'est toujours te dire, voilà, moi, j'ai besoin de ça. Qu'est-ce que j'ai à disposition? Et c'est vrai qu'en ça, moi, j'ai pas d'action chez Audiofanzine du tout, hein. Mais dans la mesure où ce sont des avis utilisateurs... Hein. Ah non, ils sont très réputés, oui. Surtout, je veux dire... moi, j'achète du matériel d'Oka souvent là-dessus aussi. Oui, moi aussi, très régulièrement. De toute façon, moi, c'est bien simple. Je suis tout le temps sur le Bon Coin, Audiofanzine et tout ça. C'est pas pour bien. assouvir le GAS, pour ceux qui connaissent, le GAS, le Gear Acquisition Syndrome, c'est-à-dire les crises d'achat compulsif. Achète. Des trucs que t'as pas besoin, souvent en plus. Est-ce que tu en as besoin? Non. Est-ce que j'en ai envie? Oui. Bon, bah, c'est bon, allez. C'est ce qu'on dit tout le temps avec mon collègue. C'est, comme tu dis, voilà, il y a des gens, c'est les chaussures, il y en a, c'est d'autres choses. Bah voilà, c'est pareil, quand on a 300 paires de chaussures, on n'a pas forcément besoin de 300 paires de chaussures. Exactement. C'est... Après, pour revenir à Audiofanzine, l'histoire de la comparaison, c'est un petit peu comme le fait de pouvoir voir des avis utilisateurs, par exemple. C'est bien et c'est pas bien non plus, parce que c'est un peu comme les avis sur Amazon. Alors, je pense que ça va parler à beaucoup de monde, quel que soit le domaine. Vous avez toujours les pas contents qui vont laisser un pavé, hein, où ils vont raconter leur vie. Bon, ça, tu sais qu'en général, ça peut être vrai, mais souvent, il y a aussi une part de mauvaise foi qui est derrière. Et après, il y a ceux qui disent, voilà, ça c'est bien, mais, et ils donnent leur avis en détaillant un petit peu plus. Alors là, dans ce cas, tu peux te dire, ok, ben, maintenant je sais qu'il y a ça. Il y en a d'autres qui disent, ben voilà, moi, mon utilisation, j'ai acheté ça, ça marchait bien, ça fait 10 ans que je l'ai, ça n'a pas bougé, ça n'a pas bronché. Déjà, ça te met en confiance et tu sais qu'il n'y a pas eu de mauvais retour d'expérience. Il y a 2 ans de ça, j'ai voulu acheter un nouvel ampli. Je dis, bon, super, nickel. Et dès que j'ai regardé les avis, il y avait tout le temps 1 étoile sur 5 partout. Et il expliquait qu'en fait, depuis le départ, il y avait un problème de conception au niveau des transformateurs. Et les transformateurs grillaient au bout de 10 heures d'utilisation d'ampli. Voilà. Donc à 400 € l'ampli, ça fait un peu mal, quoi. En effet, ça fait un peu mal. Mais non, mais c'est que le matériel, il y a quand même beaucoup de choses. Et comme tu dis, les besoins, enfin réfléchir aux besoins, je vois souvent sur des groupes aussi, justement de MAO, des questions. Qu'est-ce que je dois acheter comme compresseur en plugin? Qu'est-ce que je dois acheter pour démarrer? Et en fait, à chaque fois, les gens disent, en fait, déjà, qu'est-ce que tu fais comme musique? C'est quoi tes besoins, quoi? Voilà, moi, c'est ce que je fais aussi. C'est lorsque j'achète du matériel, je dis toujours à qui ça s'adresse selon le style de musique. Par exemple, on est bien d'accord que une personne qui joue du jazz ou de la pop ne va pas avoir le même besoin qu'un gars qui va jouer du gros death metal qui déchire le papier peint. De même, si j'ai besoin d'une nouvelle reverb pour donner un petit peu d'ambiance à mon son, est-ce que j'ai besoin d'un plugin? Est-ce que j'ai besoin d'une pédale? Est-ce que c'est facile à utiliser? C'est quelque chose que j'essaye toujours de dire, voilà, ça c'est facile d'utilisation, ça c'est compliqué, à qui ça s'adresse, qu'est-ce que je peux faire avec? Moi, par exemple, il n'y a pas longtemps, j'ai découvert, alors je suis très en retard, je suis désolé, j'ai découvert le style shoegaze. Pour ceux qui ne savent pas, c'est de la musique un peu type ambiance. Je ne connaissais pas. Voilà. Il y a ça, c'est pareil, les genres de musique, tu as l'impression qu'il y en a un par jour qui fleurit. Ouais, mais c'est ça. Simple avant, en général, tu verras le shoegaze, si tu cherches, c'est plutôt tout ce qui est vraiment musique un peu planante où il y a 800 tonnes de reverb et de delay partout, etc. Il y en a qui sont vraiment très forts là-dedans, il y en a qui sont très caricaturaux, c'est assez ridicule. Mais du coup, moi, c'est quelque chose qui me parle et puis je me dis, tiens, par exemple, en ce moment, moi, je cherchais un petit peu artistiquement à aller vers ce style-là en plus du métal que je fais à côté, donc rien à voir. Moi je fais de l'électro aussi alors que je fais du rock, tu vois. Ah oui, tu vois, voilà. Donc on a tous plusieurs facettes. Et lorsque je fais un test de matériel en vidéo, je dis, voilà, est-ce que je peux utiliser ceci pour ce style-là? Oui, parce que ça. Ça oui, mais par contre, il faudra faire ça pour arriver à ce résultat. C'est toujours la notion de conseil et de recherche.
Bah, non, mais en tout cas, je voulais te remercier, Manuel, pour cet échange qui pourrait durer encore des heures. Mais j'aimerais pouvoir inviter ceux qui nous écoutent à te retrouver. Donc, tu as la chaîne YouTube Hangar des guitares. De toute façon, je vais mettre les liens dans la description. Merci beaucoup. Donc, on peut te retrouver là, on peut te retrouver sur Facebook. Alors, on peut me retrouver sur Facebook, sur la page Le Hangar des guitares. On peut me retrouver également sur Instagram. Et depuis peu, grâce à une certaine Guylaine, j'ai ouvert un compte LinkedIn, oui, avec Le Hangar des guitares, parce qu'en fait, je me suis aperçu que ça pouvait avoir de très bonnes opportunités pour se faire, entre guillemets, découvrir. D'ailleurs, je vais moi-même faire un petit peu la promotion pour Gears Records. Hein. Non, mais parce qu'en fait, depuis que je te suis, il y a des choses, je me dis tout le temps, j'écoute, je dis, ah, tiens, ça, j'avais pas pensé. Tu vois, par exemple, le coup de LinkedIn. C'est vrai que j'avais jamais pensé à m'ouvrir un compte, je voyais pas l'intérêt parce que pour moi c'était juste dans le cadre du travail. Oui. Mais en termes de réseau social, on n'imagine pas à quel point c'est très porteur quand même aussi. C'est ça, faut le voir en termes plutôt de réseau pro. C'est ça, réseau pro, exactement, voilà. C'est vrai que beaucoup pensent que c'est un réseau où il y a plutôt des ressources humaines qui viennent embaucher, quoi. Enfin. Mais non. Non. Donc déjà, grand merci. Et puis aussi, les petits conseils que tu donnes, tu vois, par exemple, l'histoire des hashtags, qu'il ne faut pas en mettre 10 000 en dessous de son message parce que ça ne sert à rien. Ça, il vaut mieux en mettre 3 pertinents. Ça, c'est un truc aussi que j'ai appris. Bah écoute, après, voilà, c'est des choses que je partage. Ça sort pas de ma tête, comme beaucoup de choses. Enfin, c'est plus, j'essaye de synthétiser les infos que je trouve intéressantes et qui sont vérifiées, comme toi, quand tu testes du matériel ou autre. On te donne le matériel et toi, tu vas le partager, tu vas faire des tests, des avis là-dessus. Moi, je fais pareil avec toutes les infos que je trouve un peu partout. Et puis les retours d'expérience comme toi quand tu testes. En tout cas, ça marche très très bien. Et donc, grand merci à toi pour tout ce que tu prodigues et à tous ceux qui écoutent. Franchement, ça vaut le coup. Merci, Emmanuel, c'est gentil. C'est du bon, mangez-en. Et on va quand même plutôt, parce que je t'ai invité, c'était plus pour parler de toi, mais je te remercie beaucoup en tout cas. Mais du coup, tes projets à venir, quels sont-ils ? Alors, depuis peu de temps, j'ai commencé une série de vidéos avec le guitariste Neo Geo Fanatic, pour ceux qui le connaissent dans le monde de la guitare, qui est donc un gars qui a percé sur YouTube de façon assez conséquente. Et on fait ce qu'on appelle les guitar talk, c'est-à-dire on prend un sujet, on appuie sur le bouton enregistrer en vidéo, et là, on laisse tourner la bande jusqu'à ce qu'on ait fini d'épuiser tout le sujet. Et on parle de tout. Là, on parlait là, par exemple, récemment, est-ce que les réseaux sociaux ont servi ou ont desservi la musique à l'heure actuelle ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que ceci, vous pensez que c'est bien, c'est moins bien, etc. Là, par exemple, il y a un guitariste très connu qui s'appelle Mateusz Asato, qui s'est fait connaître sur Instagram. Mmh. Très doué, super technique à la guitare, mais vraiment, vraiment incroyable. Par contre, il s'est fait connaître sur Instagram, ça veut dire que lorsqu'il faisait des vidéos, il était prisonnier du format de 60 secondes. Ouais. Est-ce qu'en 60 secondes, la question qu'on m'a posée, c'est est-ce qu'on pense que c'est assez pertinent pour se faire connaître et voir vraiment ce qu'on vaut sur le plan artistique ? Est-ce que ce n'est pas que de la démonstration ? Est-ce que ce n'est pas « regardez-moi, j'existe ». Ça aussi, c'est une question pertinente qu'on pourrait se poser. Parce que sur TikTok, maintenant, c'est 15 secondes. Ah ben voilà, encore mieux, tu vois. Encore mieux ou encore pire, ça dépend. Ouais. Et donc, la question que je me pose, c'est artistiquement, ce qu'on a à proposer. On a des outils qui sont tous, qui nous servent à nous faire connaître, ça c'est bien. Maintenant, au bout d'un moment, je veux dire, est-ce qu'on ne devient pas prisonnier de ces réseaux sociaux ? Dans le sens où il y a un format qui nous est imposé pour être découvert, pour être vu. Ça commence à devenir un petit peu compliqué pour maîtriser tout ça et surtout rester cohérent avec ce qu'on a à proposer. Moi, je pourrais essayer, par exemple, quand je vais sur YouTube et que je cherche par exemple des tests de matériel que je ne connaissais pas, il y a un truc qui m'a frappé, c'est que c'est toujours en français les mêmes phrases qui reviennent. C'est toujours les mêmes phrases d'accroche. Et du coup, je me dis, mais est-ce qu'il y a vraiment besoin de tout ça ? Bah oui, parce que l'algorithme YouTube, il va reconnaître cette phrase, et ceci, cela. Donc, ça permet de mettre en avant la vidéo, etc. Est-ce que c'est vraiment ce qu'on est ou est-ce qu'on est obligé de passer par là ? Grande question.
Ouais, je suis totalement d'accord avec toi parce que faisant aussi de l'infoprenariat, je me pose souvent ces questions. Est-ce que je tente à mettre des titres à couleur et en fait, j'arrive pas trop à le faire. Ben, moi Même non si plus. je vais Non. conseiller aux autres en disant l'algorithme, il fonctionne comme ça, il faut faire comme ci, comme ça, il y a des choses que je n'arrive pas à faire en fait, des mots que j'arrive pas à utiliser. Et parce que je pense qu'on est dans un peu ce que je dis, marketing bienveillant, mais c'est un peu ça, quoi. C'est plus, on veut pas jouer sur des mots pour que les gens viennent nous écouter ou nous apprécier. On préférait qu'ils viennent pour ce qu'on dit réellement, quoi. Non, mais c'est ça. Je sais que là, par exemple, dans le terme de la guitare, je vais parler que guitare parce que c'est le sujet. Mhm. Moi, je sais qu'il y a plein de guitaristes, lorsqu'ils veulent faire des vidéos pour bien se faire voir, c'est tout le temps la même phrase du style vous n'êtes pas prêt, attention, là, la guitare, elle est en PLS, ah ouais, mais vous allez voir le truc de fou, etc. Mhm. Voilà, tout le temps, ces mêmes phrases, tu peux les retrouver sur 50 vidéos qui sont différentes les unes des autres, mais il y a tout le temps les mêmes phrases. Vous ne vous attendiez pas à ça. Voilà, vous attendiez pas ça exactement, ça aussi, voilà. Et ça, au bout d'un moment, non, moi ça, au contraire, moi je suis le genre de personne, c'est plus tu me saoules avec quelque chose et plus ça me rebute. Bah, c'est ça. Et je me dis que peut-être qu'au long terme, eh ben, on se fera un peu, on sortira un peu du lot parce qu'on utilise des techniques, parce qu'on est obligé quand même dans les descriptions de respecter les choses sur les mots-clés, etc. Mais le fait de pas utiliser des mots racoleurs qui sont utilisés partout, bah, peut-être qu'à un moment, eux, ils vont être tellement saturés avec toutes ces phrases que bah, toi, tu sortiras un peu plus du lot, quoi. Mais exactement. Exactement. Moi, je vois par exemple mon fils qui a 14 ans, et donc il regarde tout le temps des vidéos de youtubeurs très connus. Bon, ben, tu regardes les miniatures des vidéos, elles se ressemblent toutes. Il y a une espèce d'homogénéisation Mm. qui est devenue tellement importante que même au bout d'un moment, ça devient presque inintéressant, quoi. C'est ça, c'est ça. Oui, parce qu'au final, une miniature, c'est quoi? Il faut juste qu'elle reflète le contenu et qu'elle donne envie de cliquer. Mais on Voilà, ne c'est dit ça. pas que tu es obligé de te détourer avec un fond blanc autour de toi ou je sais pas quoi là. Enfin, Ouais, exactement. en Mais c'est fait, ça. voilà, les gens, il faut qu'ils comprennent quand il y a une technique qui fonctionne, tu peux t'en inspirer et l'adapter, mais tu n'es pas obligé de copier le truc, Voilà. la forme, on va dire. C'était la pensée du jour. Mais c'est comme dans le matériel, je pense. C'est pas parce que tout le monde se met à une mode d'utiliser un matériel qu'il faut plonger comme les autres et l'utiliser si tu réfléchis pas avant si c'est utile ou pas. Oui, mais exactement. De toute façon, dans le domaine artistique, je pense que tu vas me dire ce que tu en penses. Dans le domaine artistique, c'est tout le temps des histoires de va-et-vient. Il y a ça qui est à la mode, puis après, d'un seul coup, tu as un grand creux, plus personne ne va entendre parler, puis quelques années plus tard, ça revient à nouveau à la mode, puis après à nouveau, ainsi de suite. Ça ne fait que des hauts et des bas, les modes, tu vois. Ouais. Et comme disait, je ne sais plus quel penseur qui avait sorti la grande phrase qui en dit long, vouloir être dans le vent, c'est avoir une ambition de feuille morte. C'est original. Non, mais c'est vrai, moi, je me rappelle quand je suis né, enfin, dans les années 80, il y a des choses qui fonctionnaient après dans la musique et mon père qui me disait ah mais en fait vos looks et tout c'est copié sur ce que nous on avait déjà quand on était jeunes et comme nous on était un peu jeunes, on était un peu ados rebelles, on disait n'importe quoi et tout. Maintenant que j'approche de la quarantaine, je dis la même chose à ma petite nièce et filleule quoi, en disant mais en fait les styles que vous avez, enfin nous on les avait et vos grands-parents ils les avaient, c'est pas nouveau quoi. Finalement il n'y a pas de nouveauté quoi. Oui, 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 tout à fait, tout à fait. Après, c'est vrai que dans le domaine artistique, on est toujours je me mets dans le lot, hein. On a toujours un côté original qui fait qu'on sort de la masse, entre guillemets, hein, la plèbe. Comme je dis en plaisantant avec un ami, on parle de la plèbe, oh, l'immonde plèbe. Hein. Pour parler des gens qui sont tous identiques les uns aux autres et qui ont pas de choses qui ressortent. Mais bon, je digresse. Donc je disais, les artistes, ils ont toujours quelque chose d'original, c'est vrai. Mais il y a des choses aussi qu'on retrouve dans les générations passées et on se dit, ah bah tiens, en fait, c'est juste une réinterprétation de ceci. Bah, j'ai envie de dire tant mieux. Surtout nous, en France, comme je disais au début, qui avons une fibre artistique qui malheureusement commence à devenir de plus en plus protéiforme et c'est vraiment dommage. Ouais, c'est vrai on met pas forcément en avant les artistes français et ce qu'ils proposent. Et je le vois de plus en plus, tu sais, avec des sites comme Groover. Je ne sais pas si tu connais où tu peux contacter des médias ou autres. J'ai quand même beaucoup d'artistes et moi, j'en ai fait l'expérience aussi, qu'il vaut mieux contacter les médias étrangers que français. Ah, et mais c'est triste, c'est triste.
Mais complètement, complètement. Moi, je sais que lorsque j'ai fait mes études, j'ai eu droit à une formation de 6 mois d'études de technicien du son par Pôle emploi il y a quelques années en arrière. Donc, je les avais fait. Et j'avais participé à une session de mastering d'un album. Donc, je regardais un petit peu comment ça se faisait, etc. Et le gars me dit bah, voilà, moi, j'ai juste fait le nettoyage des pistes. Mais par contre, pour le mastering, bah non, ça part aux USA. Je dis, aux USA? Mais pourquoi tu le fais pas toi? Ah non, non, ben non, aux USA, quand on dit qu'aux USA, c'est plus porteur, ça fait plus publicitaire. C'est le groupe qui l'a voulu comme ça. Nous, en France, voilà quoi. Ah, Et c'est vraiment très dommage. Ou ceux qui vont chercher des musiciens à l'étranger pour dire Bah oui. qu'ils ont joué avec l'américain là, l'anglais là, alors qu'on a plein de bons musiciens en France aussi. Oui, mais complètement, complètement. Donc, faisons vivre les artistes français dans la mesure du possible. Ça fera beaucoup de bien à tout le monde. Et pour terminer, Manuel, sur cette discussion toujours très sympa avec toi, merci en tout cas pour tous ces échanges. Merci à toi. Si tu avais un conseil à donner aux musiciens par rapport à du choix de matériel ou à autre chose que tu as envie de leur conseiller, quel serait-il? C'est d'abord de bien analyser leurs vrais besoins, pas juste j'ai envie de ceci et leurs besoins. Par exemple, moi je sais que j'ai un petit jeune qui était fan d'un certain groupe de métal, avec des guitares donc très pointues dans tous les sens. Comme je dis, c'est la guitare de Denver, le dernier dinosaure. Bon, même si j'aime ça aussi, hein, c'est pas le problème. Bon. Donc avec une forme vraiment très métal, très agressive, avec des pointes partout. Et je lui dis, mais tu sais, oui, tu auras le look, mais par contre, je suis pas persuadé que c'est ce dont tu as besoin, parce que l'équilibre va pas être là. Les guitares qui ont des formes un petit peu agressives, souvent l'équilibre n'est pas terrible. Ah, je m'en fous, je veux. Bon, d'accord, mais tu pourras pas acheter parti. Je m'en fous. Bon, d'accord. Il a eu sa guitare pointue, pas de problème. Et au bout d'un mois, il l'a revendue. Bah oui, il se faisait pas au confort, parce que la guitare, il y avait ceci, cela, qui allait pas au niveau du confort. Il pouvait pas jouer assis avec, parce que comme il y a des pointes partout, il savait pas comment la tenir, etc. Alors je lui ai dit, mais tu vois, je t'avais dit, commence avec quelque chose qui est là, selon tes besoins, selon ton niveau, et tu vas voir, il n'y a pas de problème, tu trouveras toujours chaussure à ton pied. Oh, mais si j'avais su, bah oui, voilà. Et résultat des courses, il en a eu pour plus cher au final, en achetant la guitare, en la revendant, et en devant en acheter une autre. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment nécessaire au départ de bien analyser ses besoins matériels en disant qu'est-ce qui est vital, vraiment vital. Est-ce que je dois acheter vraiment ceci? Si oui, qu'est-ce que je peux mettre comme prix pour avoir la qualité, etc., etc. Donc, c'est vraiment une analyse qu'il faut faire en amont. C'est un petit peu comme les personnes qui veulent ouvrir des entreprises d'ailleurs. Qu'est-ce qu'elles font? Elles font des études de marché pour savoir si ça va être porteur. Pour le matériel de musique, c'est pareil. En fait, pour tout, quoi. Exactement. Mais c'est vrai qu'on a du mal à le transposer quand on fait de la musique, surtout souvent en amateur ou par passion comme ça, à côté d'une autre profession, on veut se faire un peu plaisir et on ne réfléchit pas forcément en effet aux besoins. Comme on dit, entre la passion et la raison, souvent les artistes, ils prendront la passion. Mais au bout d'un moment, la réalité se rappelle vite à leur bon souvenir et souvent, on se dit, finalement, est-ce que je vais pas changer mon fusil d'épaule rapidement? Ouais. C'est vrai. En tout cas, merci beaucoup, Emmanuel, pour ce conseil et ces conseils que tu as donnés tout le long du podcast. Avec un très grand plaisir. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci à toi. Et du coup, je vais mettre les liens dans la description pour te retrouver sur YouTube, Facebook ou même sur LinkedIn. Ouais. Toujours pas sur Twitch? Non, sur Twitch, j'essaie. Alors, le problème, je vais te dire, j'y réfléchis à Twitch. Le seul gros problème, c'est que comme je fais déjà quelques lives sur YouTube et sur Facebook de temps en temps, j'ai posé la question aux gens de savoir est-ce que vous seriez intéressés pour prendre un petit peu la température de mon audimat. Oui. La plupart des personnes qui me suivent sont des personnes qui se disent être déjà un peu trop saturées de réseaux sociaux. D'accord. Et qui disent si je dois rajouter encore une nouvelle application sur mon téléphone, etc., moi, ça m'embête. Et du coup, j'ai bien compris que la plupart des gens n'étaient pas prêts à faire le saut. Après, sur YouTube, ça fonctionne bien. Ah, sur YouTube, par contre, ça fonctionne toujours très bien. Toujours très, très bien. Le YouTube, c'est tout le monde va sur YouTube aujourd'hui. Tout le monde sur son téléphone a d'office l'application qui est installée parce que c'est devenu incontournable. C'est un géant, c'est vrai. Hein. Les autres, ils se sont, comme par exemple Vimeo, ils se sont fait littéralement manger par la course du géant de Google, quoi. Ah oui. Donc c'est vrai que ces lives
Sur Twitch, j'y ai bien réfléchi, mais pour l'instant, je ne passe pas encore le gap. Après, je ne ferme pas la porte. Je me dis tout est possible, s'il faut même qu'un jour j'aurai une petite surprise. Ce qu'il y a, c'est qu'en général, c'est vrai que quand je vois les gamers qui sont là plus que la plupart des guitaristes, c'est un petit peu compliqué. Moi, je vois des guitaristes très connus qui vont sur Twitch au début, et après leur audimat, ça commence très rapidement 200, 300 personnes, et tu reviens un mois après, tu vois que c'est tombé à 70, 80, puis après encore moins, alors que Facebook, c'est super actif, YouTube, c'est super actif. Voilà, pour les lives, mais je ne ferme pas la porte, voilà. Bah après, c'est vrai que si ton audience, enfin ceux qui te suivent sont super actifs sur YouTube et tout, c'est vrai que c'est peut-être dommage de perdre du temps et de l'énergie à recréer quelque chose ailleurs. Oui. Voilà. Surtout que tu es déjà bien établi quand même, quoi. Bah, j'ai envie de dire, là, ça va correspondre tout à fait aussi à ce que toi, tu prodigues dans les conseils pour les musiciens do it yourself. C'est que lorsque tu commences, en général, tu es tout seul. Donc, ça veut dire que tu fais tout seul. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est très chronophage au départ. Et après, quand tu te rends compte que finalement, c'était une idée, mais que c'était pas la bonne idée, c'est du temps que tu as investi pour rien. Et du coup, il faut que tu recommences pour vite aller ailleurs où tu permets de récupérer l'audimat. Parce que n'oublions pas que aujourd'hui, même si jamais tu proposes le meilleur produit du monde, si tu n'es pas connu, ça ne sert pas à grand-chose. Tout à fait. Eh ben, on va finir sur cette phrase qui est bien véridique en tout cas. Et voilà, je te remercie. Je sais que je t'ai déjà dit merci 15 fois, mais en tout cas, merci encore pour ta bonne humeur aussi. Plaisir. Et puis, je continue à suivre aussi tes lives régulièrement. Ça marche. Je sais que tu viens souvent me faire coucou sur Twitch. C'est sympa, merci. Oui, parce que je suis quelqu'un de gentil, moi. Et grâce à toi, j'ai pu faire mon petit pédalier midi, tu vois. Ah, super. À bientôt, Emmanuel. Et puis, pour tous ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas en tout cas à les suivre si la musique, la guitare, ça vous passionne et que vous voulez voir un petit peu des échanges sur d'autres sujets aussi autour de la musique et des débats que propose Emmanuel avec ses invités. Allez faire un tour et vous allez voir, c'est toujours des discussions, on peut dire entre parenthèses, entre guillemets, entre potes. Voilà, c'est toujours dans la bonne humeur et c'est vraiment intéressant. Merci, Emmanuel, et à bientôt. À très bientôt. Merci encore pour votre attention du jour. Si ce podcast vous a plu et que vous voulez en savoir plus sur le marketing musical et les actualités du music business, n'hésitez pas à vous inscrire à la petite news des musiciens DI dans la description pour recevoir chaque lundi à 10h un mail inspirant, motivant, plein de conseils, d'astuces et de méthodes pour développer votre projet musical.